Donc ce soir, en fait, j'ai orienté la conférence en 3 parties. Une première partie introductive sur les bases de la couleur, avec des éléments de perception de la couleur dans l'espace urbain. Et après, 2 parties qui sont plus de l'ordre de la méthodologie. Une première qui va être plus centrée sur les outils de gestion dans le secteur patrimoine. Et une autre partie qui est plus liée à ma thèse, qui essaye un peu de renouveler ces pratiques méthodologiques en ouvrant un peu plus autour de la question des effets chromatiques et des ambiances. Donc, dans la première partie, dans l'introduction, je vais vous parler rapidement de ce qui va être, par exemple, la spatialité de la couleur, la vision en 3D de la couleur. En fait, une fois qu'on comprend que la couleur a 3 dimensions, c'est beaucoup plus facile de la manipuler, de la comprendre et de l'utiliser dans le projet. Donc, c'est peut-être la partie un peu plus rébarbatif entre guillemets, mais je pense que c'est intéressant quand même de revenir dessus pour essayer de comprendre comment ça se passe. Donc ici, plusieurs schémas de considération, de compréhension de la couleur à travers les différentes époques. Ici, un schéma qui est plus de l'ordre de la compréhension au niveau de l'Antiquité. Donc en fait, de façon schématique, on comprenait bien que la couleur était liée à la lumière, donc c'est-à-dire à la lumière blanche. Et une fois qu'il n'y avait plus de lumière, on était dans l'obscurité, on avait les noirs. Donc en fait, on a orienté les couleurs de façon linéaire en mettant le rouge au centre, puisque finalement, c'est un peu le passage du jour à la nuit, tout ce qui se colore un peu de la couleur rouge. Le jaune, c'était plutôt une couleur qui était la plus lumineuse, donc on l'a placée sur cette échelle linéaire près du blanc. Et au niveau du bleu, on s'est dit que c'était une couleur assez sombre, donc on l'a placée plutôt au niveau du noir. À partir de ces 3 couleurs primaires, on avait plusieurs éléments, plusieurs couleurs complémentaires. Donc le mélange du jaune et du rouge qui donnait de l'or, donc on n'était pas encore sur du orange, on était vraiment sur de l'or. Et le pourpre qui était le mélange du rouge et du bleu. Et donc le vert, le rouge et le bleu, et donc le jaune et le bleu donnaient le vert. Donc on avait pour la première fois l'apparition d'un contraste de couleurs complémentaires au niveau du rouge et du vert. Donc c'est Newton qui a découvert en fait cette décomposition de la lumière du jour à travers le prisme et le spectre coloré. Donc son apport magistral, disons, c'est aussi de passer de ce spectre linéaire au disque chromatique. Donc ici on a la première représentation graphique de ce disque chromatique et de cette spatialité de la couleur. Donc avec le jaune, le vert, le bleu, les violets. Vous voyez, au niveau des couleurs, de la répartition des couleurs, on est encore sur quelque chose d'assez aléatoire. Donc c'est Goethe, à partir de 1949, qui a proposé donc ce cercle chromatique avec des couleurs qui étaient bien équilibrées, c'est-à-dire les 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu et le magenta, et les couleurs secondaires, le vert, le orange et le violet. Donc c'est le cercle que l'on a appris à l'école, principalement, c'est celui qu'on utilise le plus. Ce cercle a donné lieu à une répartition en 2 catégories, donc les couleurs chaudes et les couleurs froides, et ensuite à de nombreuses recherches sur tout ce qui va être les harmonies colorées. On a toujours essayé de savoir pourquoi un accord chromatique était parfois harmonieux et parfois assez désagréable à l'œil. Donc on a commencé à étudier ce cercle en utilisant des formes géométriques, les triangles, les carrés, pour essayer de trouver des façons d'organiser ces harmonies, avec les harmonies complémentaires, analogues, triadiques. Après, ça a donné lieu à plein de spéculations au niveau de cette composition. Mais il manquait plusieurs facteurs assez primordiaux, qui étaient où est-ce qu'on place, par exemple, sur ce cercle le blanc, où est-ce qu'on place le noir, où est-ce qu'on place tout ce qui va être lié au gris coloré. Donc on sentait bien déjà que passer à la 2D, c'était assez limité. C'est Chevreul, un chimiste français, qui a commencé à spatialiser le blanc au milieu de ce cercle, et donc a commencé en introduisant une deuxième dimension, donc le cercle des couleurs, le cercle chromatique, et les dégradés vers les blancs. C'est Ostwald, en 1917, qui s'est dit, oui, d'accord, le blanc au centre, mais on peut aussi utiliser le centre pour mettre du noir. Et finalement, quand on extrude ces cercles chromatiques, ça donne lieu à une sorte de volume 3 dimensions qui reprend, en fait, sur les parties les plus extérieures, on reprend le cercle chromatique. On a un pôle blanc
et un pôle noir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à avoir une échelle de valeurs au centre avec des dégradés du blanc au noir. Et à l'intérieur, quand on fait une coupe de ce volume, on a donc les couleurs complémentaires sur le cercle, le jaune par exemple avec le bleu, un pôle blanc, un pôle noir, un dégradé des valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est tous les dégradés des gris colorés à l'intérieur. Donc ensuite est apparue la sphère chromatique de Philippe Otto Runge. Ça a été repris par Johannes Itten par la suite. Et c'est vrai que la sphère propose une forme un peu plus géométrique, enfin assez facile d'usage. J'en ai une ici pour que vous puissiez avoir un aperçu de cette spatialité de la couleur. Donc en fait, on retrouve le cercle chromatique sur la partie la plus, disons, l'équateur de la sphère, un pôle blanc, un pôle noir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir toutes les couleurs complémentaires qui fonctionnent. C'est-à-dire que le vert va être complémentaire du rouge, du magenta, le jaune va être complémentaire du violet, le rouge va être complémentaire du cyan. Et si on se dit que le blanc est complémentaire du noir, c'est-à-dire que si j'utilise des couleurs qui sont en périphérie du cercle, par exemple si je prends un rose clair, la couleur complémentaire va être un vert foncé, si vous voulez. Donc ça, c'est un outil assez intéressant à avoir même par exemple au service de conseil en architecture ou même au niveau des instructeurs pour essayer de comprendre en fait quelle pourrait être la couleur la plus étrangère, la plus opposée à la couleur qu'on en étudie. Et après, ça peut nous servir aussi pour créer des harmonies, parce que finalement, si par exemple on a un ton brique, donc plutôt dans les tons brun-rouge, on peut se dire que les couleurs complémentaires seraient tout ce qui va être dans les bleus, violet, vert. Donc c'est pour ça qu'on trouve souvent en fait des menuiseries bleues, violettes, vertes, c'est qu'on arrive souvent à des rouges vifs. Ce sont les complémentaires des matériaux de base qui sont souvent dans les tons chauds. Tout ce qui se passe dans la brique, le tuffeau, les pierres calcaires sont souvent comprises entre des jaunes et des rouges. Même au niveau des granites, on est plutôt sur des granites qui sont souvent colorés. Et donc on est souvent sur des complémentaires qui sont dans les cadres de bleu et de vert. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de savoir calibrer ce bleu. S'arrêter à la couleur bleue, ça ne suffira pas. Il faudrait essayer après de calibrer un bleu, un bleu avec des nuances de blanc, de noir, trouver la juste proportion de valeur et de saturation qui s'adapte au support d'un bâtiment, par exemple. Donc un autre système en 3 dimensions, toujours, qui est de plus en plus fin par rapport à la juste perception des couleurs, puisqu'en fait, quand on regarde le jaune, on se rend compte que finalement, c'est une couleur qui est beaucoup plus près des blancs que ne l'est le bleu, qui lui va être plus près du noir. Donc le système de Munsell utilise justement cette colonne de valeurs, donc du blanc au noir, et donc le jaune va être associé à une nuance de gris qui va être beaucoup plus claire que les bleus, qui vont être, quand on va les désaturer, on va tomber sur des gris qui vont être beaucoup plus sombres. Donc finalement, quand on fait des coupes de ce volume, on a des parties, des coupes un peu disproportionnées. Par exemple, le jaune qui est une couleur claire va être plutôt dans les gris clairs et les bleus vont être plutôt dans les gris sombres. Un autre système qui s'appelle le système Diquetier, qui est en fait notre système RVB. Donc en 3 dimensions, ça donne ça. On part d'un cube que l'on divise, chaque face est divisée par une diagonale, ce qui donne lieu à 2 pyramides, une avec un sommet blanc et une avec un sommet noir. Ici, on va retrouver les complémentaires magenta, jaune et cyan. Et sur l'autre volume, on va retrouver les couleurs primaires, rouge, vert et bleu, donc les couleurs de l'œil. Donc après, c'est assez complexe au niveau de la répartition des couleurs à l'intérieur, mais c'est le système, disons, un peu plus complet qu'on utilise souvent sur les logiciels informatiques, par exemple. Et donc un dernier système, c'est le système de référence de la Commission internationale de l'éclairage, qui lui se fie plus sur des longueurs d'onde, donc plus proches de l'œil. Mais c'est un système qui est assez complexe à utiliser, puisque vous voyez que le volume qui en ressort est nécessiterait de passer par un outil 3D pour extraire des couleurs. Donc on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe un peu plus proche de l'espace. On va regarder les facteurs de variation de la perception des couleurs dans l'espace. Donc tout ce qui va faire que la couleur va paraître soit un peu plus rouge, soit un peu plus sombre, soit un peu plus blanche, même si l'échantillon est le même. Mais c'est ce qui rend en fait cette complexité d'aborder de la couleur dans l'espace urbain, parce qu'on se rend compte qu'elle est très soumise finalement à la lumière,
à beaucoup de facteurs, donc on va voir ici. Donc souvent, quand je fais ce cours aux étudiants, je leur demande un peu quels sont les facteurs, les éléments qui font varier cette couleur. Donc on a la lumière, déjà la composition même de la couleur de la lumière. Donc si c'est un spectre blanc, on va avoir toutes les couleurs dans ce spectre. Donc notre couleur va apparaître la plus juste par rapport à la couleur de l'échantillon. Donc ici j'ai un rappel sur les couleurs qu'on dit les couleurs lumière, les couleurs primaires, donc la synthèse additive. C'est ce qui se passe avec les projecteurs quand on superpose 3 projecteurs vert, rouge et bleu, on a la couleur blanche qui apparaît. Donc c'est ce qui se passe dans notre œil. Contrairement à la synthèse soustractive, donc les couleurs matière, les couleurs peinture par exemple, avec notre peau, nos pinceaux de cyan, de magenta et de jaune, on va plutôt non pas aller vers les noirs, mais les gris assez sombres. Donc cette composition de la couleur donne lieu par exemple à l'éclairage du sodium en ville. C'est un peu l'argument principal au niveau du rendu des couleurs. Avec un éclairage entièrement orange, on va avoir toute une partie du spectre coloré qui va disparaître. Donc c'est-à-dire tout ce qui va être bleu, vert et violet va disparaître et va être transformé en zone de gris. Si je mets une lumière par exemple bleue, je vais avoir toutes les couleurs, notamment le orange, qui est la complémentaire principale, l'orange, et puis les couleurs qui sont un peu adjacentes, donc les rouges, les roses, qui vont disparaître. Et ce qui va pouvoir apparaître, ça va être donc les bleus forcément, les verts et les violets. Tout ce qui contient déjà un petit peu le pigment. Donc au niveau de la lumière naturelle, on est également soumis à cette transformation du spectre coloré, qui va être le plus équilibré quand le soleil est le plus haut. Et dès lors qu'on s'approche de l'horizon, ce spectre va être teinté et donc notre lumière va être changeante, beaucoup plus jaune, beaucoup plus chaude, ce qui va transformer aussi notre perception des couleurs. Donc ici un exemple au niveau du bâtiment, donc c'est le CHU de Nantes, perçu depuis l'école d'architecture. Vous voyez que selon le contexte et selon la qualité de la lumière, on va avoir un bâtiment qui va paraître soit un peu blanchâtre, plutôt chaud, plutôt dans les tons ocre-orange, plutôt gris, plutôt même un peu bleu violacé, selon en fait l'orientation du soleil, selon les conditions météorologiques, la distance et donc la couleur, surtout de la lumière naturelle. Donc c'est tout le travail qu'a fait par exemple Claude Monet avec ses séries sur cette variation en fait des couleurs. Ce qu'on appelle les couleurs cycliques ou les couleurs impermanentes, les couleurs qui vont changer selon, par exemple, les saisons, l'heure de la journée, le matin, le soir, on va avoir des compositions colorées différentes. Bien que la couleur de l'échantillon, donc par exemple ici, la couleur de la paille ne va pas changer entre le matin et le soir, mais si on la relève avec un nuancier, par exemple, on aura exactement la même teinte, mais c'est dans son contexte, en fait, c'est l'environnement de la couleur qui va faire qu'elle va paraître soit beaucoup plus rouge, soit beaucoup plus rosée, bleutée, verte. Donc un autre facteur, c'est la distance d'observation. Plus on observe une couleur à l'échelle lointaine, voire ici à l'échelle très lointaine, plus avoir tendance à se bleuter. Donc c'est notamment ici le cas, par exemple, l'herbe au premier plan. Plus on recule, plus on va avoir des couleurs qui vont aller vers les bleus. Donc ici, une expérience qui a été menée par Karine Friedel-Hunter dans les années 2000, où elle a fait justement cette observation de la couleur d'un échantillon et le rendu de la couleur au niveau de l'œil. Donc elle observe déjà qu'il y a une tendance à l'éclaircissement général, ce qui peut être variable en fonction de l'orientation. Si la façade est à l'ombre, par exemple, elle a plutôt tendance à s'assombrir. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que justement ce binôme de couleurs va aller vers les bleus. Donc par exemple ici, notre ocre jaune va aller légèrement vers les verts. Ici, le brun va aller légèrement vers les violets, toujours avec un petit peu de bleu qui se rajoute à l'intérieur. Les verts vont aller vers les bleus et les bleus vont être encore plus bleus. Donc c'est la même chose ici. C'est une étude de l'atelier Clair dans les années 80, où il observe en fait le port de Marseille à 3 échelles d'observation. Depuis la mer, donc à une échelle très lointaine, échelle proche et échelle très proche. Donc on voit à quelle échelle proche les pigments nous apparaissent comme très lumineux, très colorés, très pigmentés, très saturés. Et plus on recule,
plus cette impression de couleur, parce que finalement on pourrait se dire les couleurs, même si je les vois de loin, ce sont les mêmes couleurs. Sauf qu'ici, on a vraiment une bleuisation entre guillemets des couleurs et une désaturation générale des couleurs à l'échelle lointaine. Donc c'est intéressant de considérer ça par exemple à l'échelle du paysage. Qu'un bâtiment vécu à l'échelle piétonne ne va pas du tout avoir la même couleur que si on l'observe dans un cadre paysager, par exemple, de très loin. C'est souvent en fait ce qu'on voit. On avait fait l'étude à Becherel, notamment, une ville minérale de granit. Quand on est proche du bâtiment, on a ce côté gris chaud. Et plus on recule, on va aller vers les gris bleus. Donc c'est assez surprenant, mais finalement dans un contexte végétal, entouré d'une barrière arborée, finalement ça sert assez bien dans son environnement. Donc la distance, mais aussi la taille de l'objet coloré. Une expérience ici sur un bâtiment qui existe, le Cedus Center, un hangar industriel qui a été habillé par des coloristes, donc Sauerbruck et Hutton, qui sont aussi architectes, avec finalement des échantillons de couleurs les plus saturées de la gamme, à l'échelle piétonne. Vous voyez bien ici la taille du 4x4, c'est vraiment des panneaux de 1 mètre sur, je ne sais pas, peut-être 30 cm de haut. Et vous voyez, plus on recule, plus cette impression de couleur disparaît jusqu'à complètement s'insérer dans l'environnement. Donc ça aurait pu être pour les coloristes l'objectif de s'insérer dans cette barrière paysagère qui est derrière. Mais là, ils ont plutôt choisi de jouer sur les couleurs de la terre. Donc ça peut être des propositions pour, par exemple, insérer un bâtiment, un hangar industriel ou un hangar agricole dans un environnement paysager. Trouver des façons de proposer quelque chose d'assez animé finalement à l'échelle piétonne et qu'à l'échelle paysagère, un bâtiment qui disparaît complètement dans son contexte. Donc un autre facteur de variation de notre perception des couleurs peut être le mouvement, le déplacement. Le fait de percevoir en vitesse, disons, des lumières colorées ou des flashs colorés peut varier la perception des couleurs. Et aujourd'hui, en plus, on a affaire à des nouvelles peaux architecturales où la notion de mouvement va interférer vraiment sur la couleur. Ici, un bâtiment à Nantes qui passe du gris au violet vif, au violet clair selon, à 1 mètre de... C'est moi qui ai pris les photos, j'ai juste tourné mon regard de 180 degrés pour avoir cette variation de couleur. On a même des bâtiments qui passent du orange au vert, c'est assez surprenant. Donc, encore un autre facteur de variation de ces couleurs, c'est surtout les couleurs de l'environnement. Vous voyez, au niveau des bâtiments, ici, on a des bâtiments qui paraissent beaucoup plus saturés, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus vifs que l'image de droite, où ce sont le même bourg. Là, l'intérêt pour la coloriste, c'était de trouver des couleurs qui s'associent. Donc, on est à Longyearbyen, bref, on est en océan Arctique, en Norvège. Et on a la moitié du temps où ce paysage est couvert par la neige, et de l'autre moitié de l'année où on est plutôt sur un paysage assez naturel. Et donc, trouver une façon de proposer des palettes de couleurs qui s'associent à la fois au paysage neigeux qu'au paysage naturel végétal. Donc ici, c'était encore des petits schémas pour essayer de vous faire comprendre la différence de perception d'un seul échantillon. Par exemple, ici, l'échantillon rouge, dans un contexte vert, va paraître finalement beaucoup plus rouge que s'il était sur un autre contexte de couleur. Par exemple, ici, ce sont les mêmes échantillons de rouge. On voit bien quand on s'arrête juste à l'observation de ces 4 éléments que le rouge va paraître, je ne sais pas si ça marche sur l'écran, mais beaucoup plus lumineux ici sur un fond noir que quand il est placé sur un fond blanc. Beaucoup plus rouge s'il est sur un fond vert, parce que c'est sa couleur complémentaire, que s'il est placé sur un autre fond rouge qui finalement va être plus rouge que lui. Vous voyez ? Ici, j'ai inséré des échantillons, des expériences qui ont été menées par Joseph Albert sur l'interaction des couleurs, où le contexte proche d'une couleur va interférer vraiment sur notre perception de cette couleur. Ici, on a une couleur qui paraît assez mate, assez sombre,
Et ici, on va avoir une couleur qui paraît un peu plus lumineuse, un peu plus chaude, un peu plus orange. Or, il s'agit vraiment de la même couleur. Donc là, on se rend bien compte. J'ai fait un parallèle également avec les expériences de Michel Eugène Chevreul, donc là on est encore presque un siècle plus tôt, sur toute cette histoire de contraste simultané. Donc c'est notamment ce contraste simultané qui va faire que l'on va percevoir une couleur plus lumineuse, ou plus claire, ou plus saturée, ou plus grise selon le contexte. Donc ici il a travaillé avec les couleurs primaires et secondaires. Déjà en fait c'est l'observation qu'une couleur vive va faire en sorte que notre œil, quand il est saturé d'une couleur, va réclamer en fait la couleur complémentaire. Donc là, on voit que la couleur complémentaire est à l'extérieur. Donc par exemple, le rouge va être complémentaire, va être entouré d'une espèce de halo vert. Donc ça, c'est très subtil finalement à l'œil, mais c'est quand notre rétine est saturée. Ce qui fait qu'un bâtiment rouge dans un contexte, par exemple gris, va renforcer le côté gris-vert de son entourage et va paraître d'autant plus rouge. Donc j'ai fait... Alors, on va essayer ensemble, peut-être que ça dépend selon les conditions lumineuses, mais vous allez essayer de fixer intensément le centre de ce cercle rouge, sans quitter le regard. Donc déjà, vous devriez voir une espèce de halo vert autour. Ça dépend en fait. Sur les écrans, ça marche bien. Donc vous fixez, et je vais passer un fond blanc, et normalement, vous devriez voir apparaître quelque chose. Et si ça ne marche pas, vous clignez un peu les yeux. Vous clignez. Normalement, vous avez le cercle de la complémentaire, donc ce qu'on appelle l'image rémanente, la persistance rétinienne qui est fixée sur notre rétine. La même chose avec un vert, par exemple, on va essayer. Donc, normalement, on devrait voir une sorte de halo magenta, un peu magenta autour. Essayez de cligner les yeux pour voir si ça apparaît. On devrait avoir une sorte de halo un peu rosé. Ça marche pas du tout? Si, ça marche. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que l'éclairage de l'écran influence. Donc juste pour faire un parallèle avec le contraste simultané, on avait une œuvre de François Morellet près du plateau de Beaubourg à Paris, qui utilisait en fait qui était travaillé sur l'art optique et qui utilisait ces deux couleurs un peu très complémentaires. Et finalement, à l'échelle visuelle, ça nous créait une sorte de vibration, mais presque dérangeante en fait, qui était presque... C'était beaucoup trop pour nos yeux. Et lorsque j'avais interrogé des architectes lors de ma thèse, il y en avait un qui m'avait dit qu'il était rentré dans un espace carrelé, plutôt un espace intérieur, avec un contraste entre les joints et le carrelage qui proposait en fait c'était du rouge et du vert. Et il me disait j'ai dû sortir parce que je sentais que j'avais pas le palpitant et je sentais que j'étais pas bien dans cet espace. Donc ça a vraiment une interaction en fait sur notre perception même physique. Donc d'autres facteurs, là c'est rapidement, c'est les facteurs que j'étudie moins mais qu'il faut prendre en compte, c'est notamment les facteurs qui sont liés à notre propre perception visuelle, donc l'œil. Chacun perçoit différemment les couleurs. Donc ici, si vous ne percevez pas les chiffres qui sont à l'intérieur, c'est que vous avez peut-être des soucis. Alors je vous rassure, en bas, il n'y a pas de chiffres à voir, ce sont des schémas. Donc il faut aller consulter si jamais vous avez un souci. Ensuite, il y a tout le rapport de la symbolique culturelle des couleurs. Donc ça, c'est vrai que c'est une sacrée thématique qui est très complexe à aborder puisqu'elle dépend de la culture, également de l'âge, du contexte social, des temporalités différentes, d'énormément de contextes. Donc c'est assez compliqué de dire que le rouge au Japon égale colère, danger. Enfin voilà, faut vraiment se méfier, mais c'est des choses qu'on peut prendre en compte. Donc par exemple en France, si on fait le tour, le rouge serait l'anarchisme et le communisme, le bleu, la liberté, la paix, la royauté, le vert, la criminalité.
Le jaune, la temporalité. Le blanc, la monarchie, la neutralité. Donc bon. Alors ce qui est intéressant, c'est au-delà de l'aspect symbolique, c'est les aspects physiologiques. Par exemple, ici, une expérience menée dans une prison où on a calculé le pouls des patients pour les patients, les détenus les plus violents. On les a mis dans des cellules entièrement roses et on a prélevé les battements du cœur. Et voilà, il y a un vrai effet une corrélation entre cet univers qui est complètement rose, dans lequel les gens sont immergés, et donc les perceptions physiologiques du corps. Donc il y avait une autre expérience un peu parallèle faite avec des animaux, des chevaux. Après une course hippique, on a mis donc la moitié des chevaux dans un hangar avec plutôt des couleurs bleues et l'autre avec plutôt des couleurs rouges. On s'est rendu compte que les chevaux dans la pièce bleue avaient beaucoup plus de facilité à descendre en pouls cardiaque plutôt que les chevaux qui étaient dans la pièce rouge. Alors après, encore pour apprendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait pas comment les chevaux perçoivent les couleurs, mais c'est intéressant de penser à ça. En sachant que ça peut être aussi un facteur culturel, puisque là, on est dans notre société occidentale et que le rose fait appel à l'enfance. C'est pas dit qu'en Inde ou au Japon, ce soit la même chose. Donc voilà, il y a un facteur culturel. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des remarques ou si vous avez des anecdotes à partager.